Née au tournant des années 90, la Croatie indépendante est une jeune nation. Et un petit pays, mais à l'image de sa sélection, regorge de joyaux. De Luka Modric, aux plages de l'Adriatique, de Mateo Kovacic ou Josko Gvardiol, aux innombrables parcs naturels qui émaillent son territoire, il y a dans chaque recoin du damier croate un bijou, au détour de chaque île de sa côte, une merveille. Alors, chaque année davantage, les touristes affluent pour le vérifier, mais même cette popularité récente n'érode en rien le charme croate. Ce petit pays grimpe, peut-être est-il déjà grand. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que c'est le 15e épisode de retour et on entre dans la dernière ligne droite. Dans 2 semaines c'est sûr, on aura bouclé cette série et il reste que des grosses nations. On a fait Slovaquie et Hongrie ce week-end, on a fait Danemark, Slovénie récemment. Il y a 10 pays et les 10 sont de très gros morceaux du foot européen. A commencer par cette Croatie dont l'histoire récente est absolument phénoménale depuis l'indépendance bien sûr. Bon bah sur 6 Coupes du Monde, 6 qualifications en Coupe du Monde, 3 fois dans le dernier carré dont une finale en 2018, demi-finale à nouveau en 2022. À l'Euro par contre, il n'y a pas de grande épopée. 2 quarts de finale c'est vrai en 96 et en 2008, mais c'était une époque où il n'y a pas de 8ème de finale. On jouait à 16 l'Euro, pas de 8ème de finale. La Croatie là va en quart mais sort. En 2016, le moment fort c'est sûrement ce but de Luka Modric, vous vous en souvenez, au Parc des Princes contre la Turquie. Il y avait une victoire contre l'Espagne à Bordeaux 2-1 aussi, mais ils sont vite sortis par le Portugal quelques jours plus tard. Et au dernier Euro là, en 2020, ils sont éliminés en 8ème de finale. Bon, au bout d'un match complètement fou, contre l'Espagne 5-3 au Parken à Copenhague, je me souviens très bien de cette rencontre après prolongation, c'était à l'égalisation de Pasalic, dernière minute du temps réglementaire, etc. Mais pas suffisant donc pour éliminer l'Espagne. Et la réalité, c'est que quand on regarde ce parcours à l'Euro, ces performances à l'Euro, ça veut dire que la Croatie, cette Croatie de dernier carré de Coupe du Monde, a jamais gagné un match à élimination directe de son histoire à l'Euro. Et c'est là tout le paradoxe de cette Croatie qui, sur ses performances récentes ces dernières années, pourquoi pas envisager une victoire finale, pourquoi pas envisager un trophée, mais à l'Euro, ça n'a jamais été particulièrement brillant. Et la phase de qualif non plus n'a pas été folle en 8 matchs dans le groupe de Turquie, Pays de Galles, Arménie et Lettonie. Il y a quand même 2 défaites pour la Croatie. Bon, ils se qualifient quand même relativement tranquillement à l'avant-dernière journée. Ils finissent 2e derrière la Turquie. Ils seront à l'Euro et aussi il faut dire qu'en juin 2023, ils avaient atteint la finale de la Ligue des Nations, perdu seulement au tir au but contre l'Espagne en ayant éliminé les Pays-Bas en prolongation en demi. Donc dans l'ensemble, les hommes de Zlatko Dalic sont sur une très belle période. Et lui, c'est le plus grand coach de l'histoire de la sélection croate de très loin. Depuis son arrivée en 2017, Dalic est là depuis 2017, mine de rien. Cette sélection a totalement changé de visage. Il a donné sa liste lundi dernier, lundi 20 mai, il a donné sa liste donc de 26 plus 9 réservistes aussi, mais qui a priori ne devraient pas faire partie de l'aventure, à part s'il y a un forfait de dernière minute, ce qui pourrait d'ailleurs peut-être être le cas pour Vlašić. Ça c'est la liste. Et du coup, le 11, à quoi ressemblerait cette Croatie? Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que depuis que Dalic est là, et depuis que la Croatie peut compter sur son entrejeu magique, légendaire, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, grosso modo c'est du 4-3-3 tous les jours de l'année, toutes les secondes de l'heure, 4-3-3 pour la Croatie. Il y a une interrogation par contre, pas forcément dans les buts, où Dominik Livakovic qui avait été énorme au dernier mondial, on se souvient, en 2022 d'ailleurs, il avait été élu 4e meilleur gardien de l'année, derrière Courtois, Emiliano Martinez, Bounou, il y avait donc Dominik Livakovic. Très gros tournoi pour lui, normalement il est dans les buts. La ligne de 4 devant lui par contre, il y a encore quelques interrogations. La première c'est, où sera, il sera quelque part c'est sûr, mais où sera Josko Gvardiol? Dans ma draft avec Stan, si vous avez vu la draft de l'Euro, je l'ai choisi parmi mes défenseurs, je le mettais à gauche. Sur les matchs de qualif, il a joué la plupart des matchs en tant que défenseur central gauche, mais la raison pour laquelle je l'ai mis à gauche, c'est que Zlatko Dalic en a parlé dans une interview récente, il a dit il est en train de faire une super saison en tant que défenseur gauche. Si vous vous souvenez, il avait débuté l'Euro dans cette position, mais il y avait eu des critiques. Aujourd'hui, le meilleur coach du monde, référence à Guardiola, l'a placé à gauche, et il n'y a plus de critiques. Il a même ajouté, c'est une interview qui est sortie dans les dernières 24 heures, il a même ajouté l'idée
l'idée c'est que Joško soit dans cette position. Čorluka, donc Vedran Čorluka, un des assistants de Dalic, était à Manchester City il y a 3 semaines et on a discuté avec lui. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Gvardiol sera le défenseur gauche du 4-3-3. Si on regarde sur la liste composée par Dalic, il n'y a qu'un seul défenseur gauche vraiment de métier, c'est Borna Sosa, qui n'a pas beaucoup joué avec l'Ajax cette saison et qui même sur les dernières rencontres avec la Croatie était un petit peu léger. On voit que l'autre défenseur gauche de métier, Borna Barišić, est pas appelé. Enfin, il est parmi les réservistes. Tout ça pour dire, ma réflexion, on verra sur le match d'ouverture contre l'Espagne très vite, mais je crois que Gvardiol sera le défenseur gauche. Et bon, il sera bien sûr un des piliers de cette équipe, sort de cette top saison à City, c'est de très très loin le joueur le plus coté de la Croatie sur Transfermarkt, évalué à 75 millions d'euros. Et un autre gars qui a fait une super saison, c'est Stanisic du Bayer Leverkusen à droite. Voilà, dans la rotation, son rôle dans l'effectif, la plupart du temps, c'était remplaçant de Frimpong, donc il n'a pas joué 100% des minutes en Bundesliga, à peu près 42% du temps. Mais en Croatie, on le voit ici, son utilisation, ça a été en tant qu'arrière droit. Sur les phases de qualif, où il a joué tous les derniers matchs, le dernier match contre l'Égypte aussi, match amical, je vois pas trop de raisons pour lesquelles il y aurait Juranovic plutôt que Stanisic à droite. Donc ouais, pour moi, ça fait une belle paire de latéraux et l'équipe a déjà une bonne tête. Dans l'axe par contre, que ce soit Šutalo, Erlic, franchement la Croatie a pas de top défenseur central, bien sûr si on accepte Gvardiol, mais on regarde Šutalo, Pongracic, peut-être Erlic, Domagoj Vida, Čaeta Tsar fait partie des réservistes. C'est cette charnière, s'il n'y a pas de Gvardiol, c'est pas sans doute la meilleure zone de force de la Croatie, mais bon après sur la phase de qualif, comme on l'a montré, seulement 4 petits buts encaissés par cette équipe, donc elle a un petit peu de stabilité derrière, et j'imagine que c'est à ça que ressemblera la ligne de 4. Sur le trident de l'entrejeu, bon bien sûr Luka Modric, le capitaine, le talisman, le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection croate, 174 caps, à 38 ans, il sera là encore, et à chaque fois qu'il joue en Croatie, franchement, il est très bon. Il n'y a rien à redire sur son rendement en sélection, il est le leader, il va peut-être gagner sa 6ème Ligue des Champions de sa carrière dans quelques jours, et franchement, avec le Real, mine de rien, même s'il était dans un rôle de remplaçant cette saison, déjà il a prolongé d'1 an, parce que ça s'est bien passé, il a beaucoup apporté, mais aussi parce que franchement, récemment, il a pas mal joué. Si on regarde sur les 8 derniers matchs de Liga, il arrive avec 6 titularisations sur les 8 derniers dans les pattes. 90 minutes jouées par exemple dans le Classico contre le Barça, et même si en Ligue des Champions il n'a pas été le joueur le plus utilisé, il a joué des minutes dans les 4 derniers matchs, les 2 contre City, les 2 contre le Bayern, il est entré à chaque fois en cours de jeu, et franchement même parfois de très bonnes entrées, donc ouais, pas grand chose à redire sur Luka Modric, il arrive en bonne forme, même à 38 ans, je peux pas dire que c'est son dernier tournoi international avec la Croatie, j'en suis pas du tout certain, s'il n'y a pas de graves blessures, moi je l'imagine même projeté vers la Coupe du Monde 2026. L'éternel Luka Modric, qui a un style de jeu qui résiste vachement bien au temps aussi, faut le dire. Il sera toujours un membre fort de cette Croatie pendant encore quelques temps, et notamment à l'Euro, sera bien sûr le leader de cette équipe. Mais alors le reste de l'entrejeu, c'est intéressant. Marcelo Brozovic, depuis qu'il a signé en Arabie Saoudite du côté d'Al Nassr, c'est pas extraordinaire que ce soit tout court, mais même avec la Croatie. Par contre, il n'y a aucun autre vrai 6 dans cet effectif croate, et si tu joues en 4-3-3, point de basse, sans Marcelo Brozovic, compliqué. D'ailleurs, quand il n'était pas là, la Croatie joue un peu plus en 4-2-3-1. Kovacic qui redescend d'un cran, parfois un joueur comme Mario Pasalic de l'Atalanta qui est en 4-2-3 en tandem de l'entrejeu, et Modric en 10. Mais si Brozovic est là, il est une partie intégrante du plan A de Dalic, donc il sera titulaire. D'ailleurs, on le voit sur les joueurs utilisés, ce trident-là, en match de qualif. Les 2 plus utilisés de très loin, les 8 matchs, les 8 titulaires, c'était Brozovic et Luka Modric. Mateo Kovacic arrive plus bas. Ici, seulement 4 matchs sur les 8 disputés. Le truc, c'est la situation à Kovacic est intéressante. Il joue moins qu'avant, mais il joue pas mal quand même s'il n'a pas été titulaire incontestable dans le City de Guardiola cette saison. Mine de rien, avec tous les matchs que joue Man City, il a quand même 2700 minutes au compteur. Et il a quand même disputé 30 des 38 rencontres de Première Ligue. Peu en tant que titulaire, mais bon, il était quand même là pendant la plupart des matchs. Donc, il sort d'une saison qui est pas du tout une saison vide ou en manque de rythme. Il arrivera là et il arrivera là en forme. La Croatie peut compter, comme toujours, je pense, sur ce trident de l'entrejeu. Mais donc voilà, cette Croatie en 4-3-3, ces 8 premiers choix là, ils sont pas à 100% garantis, défensivement ça peut un petit peu bouger, mais c'est là où on a le plus de certitude. Parce que devant par contre, c'est assez peu clair. En pointe déjà, qui est vraiment la pointe croate, que ce soit Ante Budimir, Bruno Petkovic ou Andrej Kramaric, les 3 apportent des choses différentes, aucun des 3 est vraiment le 9 garanti. On pourrait penser qu'Andrej Kramaric part avec une petite longueur d'avance, sur les matchs de qualif c'est lui qui a joué le plus des 3, mais c'était pas tout le temps en tant que 9, parfois c'était même en tant que milieu un peu reculé, ailier, alors que les autres c'est vraiment des avant-centres. Petkovic et Budimir, tu les joues dans aucune autre position qu'avant-centre.
Donc vraiment, je sais pas à quoi ça ressemblera. À la fois, Kramaric fait une saison intéressante à Hoffenheim, je crois il a fini la saison sur 7 buts et 5 passes D sur les 6 dernières journées de Bundesliga, puis c'est Kramaric, moi je l'aime bien. Mine de rien, quand on fera le bilan, à la fin, bon, il fera partie des petites légendes de Bundesliga de cette période. Maintenant, à Hoffenheim, il joue rarement en tant que seule pointe. La plupart du temps, c'est un peu milieu avancé dans un 3-4-2-1 sous la pointe, ou alors en soutien dans une attaque à 2. Seule pointe, un peu bizarre pour Kramaric. Pour Petkovic, c'est plus naturel, mais son rendement est très inconstant. Il y a peut-être autant de matchs ratés que de matchs légendaires comme contre le Brésil, un des grands moments de l'histoire de la sélection croate. Et Ante Budimir, alors ça c'est intéressant parce que lui, c'est peut-être le plus en forme. Kramaric c'est pas mal, mais Ante Budimir, il sort d'une saison à Osasuna avec 17 buts en 33 journées Liga. Il fait partie des tout meilleurs buteurs du championnat espagnol. Maintenant, c'est un attaquant vraiment très très classique, à l'ancienne, peut-être un peu limité pour les très très gros matchs, et la Croatie, on n'en a pas parlé pour l'instant, est dans un sacré groupe. Si je devais absolument parier, je dirais peut-être Kramaric démarre le premier match titu, mais ça peut changer au fur et à mesure de la compétition. Et sur les côtés, c'est pas beaucoup plus clair non plus, soit Lovro Mayer, mais franchement, c'est pas vraiment sa position. Lovro Mayer, c'est un vrai 10, un milieu offensif central, créatif, tempo un petit peu plus lent, c'est pas un ailier droit de percussion vivace qui fait des ravages sur son flanc, c'est plus par contre le cas de Pachalic, parce que c'est pas Mario Pachalic, attention, c'est Marko Pachalic de Rijeka, du championnat croate, qui est ici, coté à 3,5 millions sur Transfermarkt, à 23 ans. C'est peut-être le seul ailier de percussion vraiment hyper dynamique de l'effectif, à moins que ce soit, c'est vrai, j'avais oublié, à moins que ce soit Luka Ivanušec, qui pourrait être une option intéressante, 25 ans seulement, peut-être un des petits joueurs à suivre aussi s'il a du temps de jeu, pourrait se révéler encore davantage. Mais voilà en gros à quoi ressemble la Croatie. On a dit Pachalic en tant qu'option de sortie de banc au milieu de terrain, et aussi un dernier gars dont j'ai pas parlé, qui est un petit peu le petit crack croate. Ça pourrait être un joueur à suivre, mais je sais pas s'il aura énormément de minutes. C'est le petit Martin Baturina. 21 ans, le diamant, le joyau du championnat croate du côté du Dinamo Zagreb. Il est coté à 18 millions sur Transfermarkt. C'est la 6e valorisation la plus haute de tout l'effectif croate. Les amateurs de Football Manager, je crois, le connaissent assez bien. Il a que 2 petites capes pour l'instant, et voilà, il n'a pas eu un temps de jeu très significatif sous Dalic, mais une des révélations de la dernière Coupe du Monde, Josko Gvardiol, qui a percé l'écran, qui a sauté aux yeux de tout le monde. Ça, c'était sur le secteur défensif. Est-ce qu'on pourrait avoir la même histoire un peu plus devant à l'Euro 2024 avec Martin Baturina? À voir. Et donc mon avis sur cette Croatie, est-ce qu'elle peut gagner l'Euro 2024? Bon, déjà je trouve le simple fait qu'on pose cette question, c'est spécial, c'est une nation de 3 millions d'habitants qui surperforme, mais bon, qu'est-ce qui reste de plus à faire quand, et c'est marqué sur le site de la Fédé, je trouve ça assez intéressant, sur le site de la Fédé croate, très vite, on arrive sur ces médailles qui sont affichées. Qu'est-ce qui reste de plus à aller chercher pour cette Croatie que le trophée, la victoire finale, l'accomplissement ultime? Ça fait un moment qu'ils sont pas loin, qu'ils sont placés, mais en même temps, comme on a dit, ils n'ont jamais gagné un tour d'Euro de leur histoire. Donc ouais, il y a cette asymétrie, je trouve, entre ces deux objectifs, ces deux visions. Dalic présente tout le temps, je trouve, la vision claire du sélectionneur de « bon, on arrive sans pression, passer la phase de groupe, et après on verra, on n'a pas un objectif, on se met pas la pression ». Cette génération dorée, on a parlé de Modric, Kovacic, Brozovic, ouais, elle touche quand même à sa fin. Modric, 38 ans, est pas éternel. Si on trie les équipes de l'Euro par moyenne d'âge, la Croatie est la 4e nation la plus âgée des 24. Et c'est pas seulement Modric qui tire ce total vers le haut. Donc s'il y a quelque chose à faire, ouais, on pourrait dire c'est maintenant. Et l'Euro, c'est toujours une compétition extrêmement difficile à relever, mais qui présente aussi toujours ses surprises. L'Euro, c'est Danemark 92, Grèce 2004, même le Portugal 2016, qui la gagne pour la première fois de son histoire, qui gagne un trophée première fois de son histoire, en battant l'équipe à domicile, en sortant à la 3e place de son groupe. Il y a toujours des folies à l'Euro. Pourquoi est-ce que ce serait pas le moment de la Croatie? Parmi les faiblesses, il y a un petit manque de flexibilité tactique. C'est toujours le même 4-3-3, et c'est toujours une équipe à extrêmement fort volume de possession, le 5e le plus élevé des qualifs. Ça pose parfois problème en foot de sélection quand cette équipe ne réussit pas à trouver la solution face à un bloc bas. On la sent pas très très performante aussi en transition offensive, où ça manque un petit peu de vitesse sur les flancs. Il manque aussi un grand neuf peut-être pour convertir davantage les occasions. Et c'est un milieu de terrain qui aime jouer à un tempo relativement bas. C'est plus une équipe de contrôle. Peut-être que parfois elle peut manquer un petit peu de folie, manquer un peu de qualité offensive, manquer un peu de jeunesse et de fraîcheur. En même temps, ce gros avantage, et on le sent dans les interviews de Dalic, où il mentionne toujours le mot famille, on le sent dans toutes les vidéos, comme toujours ces sélections, avec un contingent de groupe un peu plus restreint, des joueurs qui se revoient si souvent, beaucoup d'expérience, donc des gars qui sont là en sélection depuis 10 ans, il y a une vraie atmosphère familiale, il y a une ambiance et un désir collectif
hyper fort, une force de conviction que je trouve très forte. Je pense quand un gars comme Luka Modric dans ton vestiaire, ça aide, mais ils sont jamais vaincus, battus, ils pensent toujours qu'ils peuvent le faire même contre les très gros, et l'histoire leur a donné raison. Donc ouais, c'est une sélection fascinante. Il n'y a aucune autre qui ressemble vraiment à la Croatie sur ce mix-là. Et après, le truc c'est que son groupe est assez relevé. C'est le groupe de la mort de cet Euro, avec l'Espagne, tu commences par l'Espagne à Berlin, ensuite l'Albanie, puis l'Italie. L'Espagne, c'est déjà un petit peu la bête noire des Croates. Non seulement il y a cette finale de Ligue des Nations il y a un an qui perdent au tir au but, mais c'est aussi bien sûr l'équipe qui les a éliminés au dernier Euro. Il y a une vengeance à prendre, il y a une revanche à prendre, mais ça va pas être facile contre l'Espagne. Et ensuite, Croatie-Italie. Alors ça, c'est plutôt historiquement un bon match-up. Les Italiens n'ont pas battu les Croates depuis 1942. C'est la seule victoire de leur histoire dans cette confrontation. Ils restent sur 3 matchs nuls, un partout. C'est le groupe de la mort, c'est vrai, mais c'est aussi le groupe de la mort parce que la Croatie y est. C'est peut-être même la raison principale. On a des équipes, on a des groupes où il y a 2 fortes nations, mais le fait d'en avoir une 3e avec la Croatie, c'est ça qui rend ce groupe très spécial. Pour les bookmakers, l'idée dominante, c'est plutôt que les 3 vont aller en 8e de finale. L'Espagne est là à 1,05, l'Italie 1,15, Croatie est un peu derrière 1,30, mais 1,30, c'est un peu comme Danemark, Turquie, Ukraine, des sélections qui honnêtement sont dans des positions assez intéressantes dans leur groupe. L'idée donc c'est que l'Albanie fait 0 sur 9 dans ce groupe, mais moi je suis pas certain de ça. Je pense attention à l'Albanie, c'était une des vidéos de retour, le 3e épisode si je me souviens bien. Attention à l'Albanie, ça va être un groupe génial. Et des matchs extraordinaires, ce Croatie-Italie là de J3 pourrait valoir son pesant d'or. Hyper intéressante cette Croatie, peut-être à la croisée de son histoire, peut-être le moment enfin d'aller même gagner un trophée international, mais en même temps, c'est une sélection qui a jamais passé un tour d'Euro, un tour à élimination directe d'Euro de son histoire. Donc ouais, position fascinante je trouve. Vraiment une des équipes à suivre, et on verra ce que ça donne. Merci à Cédric de l'Actu Foot Croate qui m'a envoyé 30 minutes d'audio. Vous avez toute l'actu du foot croate. Voilà, il a partagé la liste qui est tombée l'autre jour avec ses petites appréciations, son analyse de la saison du championnat croate. Merci à eux et au travail fantastique qu'ils font sur leur page. Et j'espère que cette vidéo aussi vous a plu. Rendez-vous demain pour le 16e épisode de retour. On embraye là, je crois 10 épisodes sur les 2 prochaines semaines. Ça va être costaud. Comme cette Croatie de Joško Gvardiol, ça va être costaud. Mais j'ai déjà hâte. Prenez soin de vous les potes et on se dit à demain. Bisous.